Ces derniers temps, les réseaux sociaux maghrébins bruissent d'une avalanche de vidéos filmées sur le vif, véritables échos numériques d'un bouillonnement social. À travers des extraits partagés en masse, des citoyens devenus vidéastes improvisés capturent leur quotidien et y dénoncent, caméra à la main, l'absurde des étiquettes en magasin, la lente agonie des routes trouées, ou encore la galère du simple accès aux services de base. Ce théâtre urbain souvent filmé à la volée expose sans filtre les fractures d'une réalité bien éloignée des discours officiels. Capturés souvent à la volée sans script, ni montage léché, ces vidéos agissent comme des éclats de vérité brute, venant fissurer le vernis impeccable des discours officiels. Tandis que les institutions s'évertuent à brosser un tableau rassurant de la situation sur le terrain, ces témoignages filmés à chaud exposent une autre fresque, celle d'un quotidien plus rude, partagé entre villes en mutation et campagnes délaissées. Le contraste de plus en plus flagrant fait grincer les rouages du storytelling étatique. Dans l'un de ses clips, un vidéaste maghrébin compare non sans ironie les super pouvoirs d'achat que certains voisins semblent avoir gardés, pendant que d'autres peinent à remplir leur panier. On y voit des habitants détailler pièce par pièce ce qu'ils peuvent encore se permettre d'acheter avec leur monnaie. Une démonstration à la fois simple et percutante qui révèle surtout une angoisse partagée, celle de voir fondre chaque jour un peu plus la capacité à satisfaire les besoins les plus basiques de la baguette de pain, à la bouteille de gaz, en passant par un ticket de bus ou un morceau de viande. Au fil des vidéos, une inquiétude sourde monte chez les consommateurs, celle d'un déséquilibre qui s'installe insidieusement entre des prix qui prennent l'ascenseur et des salaires qui, eux, restent cloués au sol. Ce n'est plus une simple impression, c'est une réalité qui mord. Les biens les plus essentiels hier encore accessibles deviennent aujourd'hui presque luxueux. Le frigo se vide plus vite, mais le portefeuille, lui, ne se remplit pas. Et comme si la pression économique ne suffisait pas, certains quartiers traînent encore les séquelles de catastrophes passées. Des cicatrices béantes dans l'urbanisme des routes rafistolées, des bâtiments construits à la va-vite. Autant de signes d'un abandon silencieux. Là où l'État a promis de reconstruire beaucoup, vivent encore au milieu des fissures. Une vidéo glaçante montre justement un immeuble bancal penché comme s'il hésitait entre rester debout ou s'effondrer. Après des pluies diluviennes, les habitants filment l'angoisse, des voix s'élèvent, des regards implorent, on appelle à l'aide. Les secours arrivent enfin, mais la peur est déjà bien installée. On voit les civils fuir en tenant leurs enfants, et quelques affaires pendant que la protection civile tente de stabiliser l'impossible. Une scène digne d'un film, sauf que c'est la vraie vie. Les visages crispés, les bras chargés de sacs, les pas précipités. Tout dans ces images témoigne de la panique muette d'un départ en urgence. Ce ne sont pas des déménagements choisis, mais des fuites imposées par des murs fatigués, des plafonds menaçants, des immeubles trop vieux pour résister. Et derrière chaque silhouette fuyant l'insécurité bâtie, c'est un appel silencieux à une rénovation urbaine trop longtemps remise à plus tard. Mais les plus marquants dans ces séquences restent sans doute les regards perdus des aînés. Ceux pour qui l'immeuble n'est pas juste un logement, mais un morceau de vie, un passé entier accroché au mur. Une scène en particulier glace le sang, une vieille dame les yeux embués raconte sa peur viscérale d'être jetée à la rue après tant d'années passées dans ce lieu qu'elle appelle « chez moi ». Pas de plan B, pas de refuge, juste l'angoisse brute de finir dehors sans rien. Or sans, et ce n'est pas un cas isolé. Ce récit, c'est celui de centaines d'autres oubliés pris en étau entre bâtiments qui s'écroulent et absence de solution humaine.
Il pose une question que trop de décideurs esquivent: où est passé le droit au logement digne et que vaut une politique publique si elle laisse sa population dormir sous les étoiles malgré elle. Côté assiette, le constat est amer. Des files d'attente aux étals vides, la viande, qu'elle soit rouge blanche ou venue de loin, s'éloigne peu à peu des tables populaires. Entre les prix qui explosent et les morceaux qui rétrécissent, c'est devenu un produit de luxe pour bon nombre de familles. Les bouchers se plaignent, les clients soupirent, et tous pointent du doigt les écarts criants entre ce qui est local, ce qui est importé et ce qu'on ose encore appeler accessible. Derrière cette flambée, certains dénoncent un abandon silencieux des petits éleveurs laissés sans appui face à la montée des coûts et à la concurrence étrangère. Résultat, une production locale en chute libre. D'autres jettent la pierre à l'anarchie dans les importations qui déversent sur le marché une avalanche de viande au pédigré douteux, sans traçabilité claire ni contrôle rigoureux. Et pendant que le consommateur tente de faire ses choix, il se retrouve perdu entre prix trop hauts et qualité trop basse. En parallèle sur le terrain, l'ambiance n'est pas moins tendue. Des vidéos filmées sur le vif montrent des scènes dignes d'un film catastrophe policier débordé, sirènes en fond sonore, habitants en panique. Lors des interventions en zone à risque d'effondrement, les autorités tentent de maintenir l'ordre tant bien que mal. On voit les équipes de secours naviguer au milieu de la foule entre cris d'agitation et bâtiments qui menacent de céder. Les images parlent d'elles-mêmes. Les services publics sont au bord de la rupture. Face à la multiplication des alertes sur des immeubles fissurés ou prêts à s'effondrer à la moindre averse, les équipes locales courent après l'urgence sans jamais vraiment la devancer. Les pluies d'automne, désormais plus violentes que jamais, ne laissent aucun répit. Ajoutez à cela les effets de plus en plus imprévisibles du climat et vous obtenez un cocktail explosif que les autorités peinent à contenir. Dans ce chaos organisé, on voit aussi des scènes d'une absurdité glaçante, des enfants jouant sur des balcons qui tiennent par miracle courant sur des terrasses suspendues au-dessus du vide. Les riverains crient, les secouristes paniquent, et pourtant rien ne change. Ces instants filmés soulignent cruellement une réalité dans certains quartiers, la culture du danger n'existe pas. L'ignorance devient un risque à part entière. Et pendant que les caméras captent ces moments de frayeur, une vérité s'impose, il est plus que temps de penser en amont. Campagne de sensibilisation, diagnostic préventif, plan d'évacuation clair, tout ce qui aurait dû être fait il y a 20 ans devient aujourd'hui une urgence absolue, surtout pour ces bâtiments d'un autre siècle, jamais touchés par la moindre rénovation. Sur le terrain du quotidien, la réalité frappe fort. Les vidéos partagées en ligne exposent une vérité qui dérange. Il devient de plus en plus difficile de se payer ce qui hier encore semblait banal. Une nuit dans un petit hôtel trop cher, un plat dans une gargote populaire, plus aussi abordable. Même le trajet pour aller bosser pèse désormais dans le budget. Résultat, les citoyens réapprennent à calculer, à renoncer à troquer le confort contre le moins pire. Ce qui agace le plus, le sentiment d'être pris pour des pigeons. Car les prix montent, oui, mais la qualité, elle reste scotchée au sol. On paie plus, mais pourquoi au juste ? Une chaise bancale dans un restaurant, un lit grinçant dans une chambre exiguë, ou un bus bondé et en retard. Et comme si ce n'était pas suffisant, d'autres tirent la sonnette d'alarme sur un terrain encore plus sensible, la bouffe. Dans plusieurs témoignages, des citoyens mettent en garde contre les produits vendus à bas prix dans la rue, surtout les viandes douteuses, exposées à l'air libre sans le moindre contrôle sanitaire crédible. Une inquiétude grandissante dans un contexte où les inspections deviennent rares
et où les autorités semblent préférer les coups de communication aux vraies vérifications de terrain. Sur les réseaux, ça débat sec. De plus en plus de comparaisons fleurissent entre les pays du Maghreb. Regarde là-bas, ils s'en sortent mieux. Chez nous, c'est pire. Mais ces échanges souvent enflammés reposent rarement sur des analyses sérieuses. On aligne des chiffres sans contexte, on convertit des devises, comme si l'économie se résumait à un ticket de caisse, et on oublie qu'un prix seul ne dit rien d'un mode de vie. Heureusement, quelques voix plus lucides rappellent à l'ordre: juger une économie à l'aune d'un seul produit ou d'une monnaie brute, c'est comme juger un livre à sa couverture. Le coût de la vie, ça se calcule avec des dizaines de variables: services publics, subventions, salaires, logement, sécurité sociale. Et chaque pays a ses propres règles du jeu. Les spécialistes insistent, toute comparaison digne de ce nom doit tenir compte de cette complexité. Pendant ce temps sur le terrain, les familles tirent la sonnette d'alarme. La santé devient un luxe hôpitaux, saturé, rendez-vous médicaux introuvables et des dépenses qui explosent. Le sentiment qui revient le plus souvent: l'épuisement. Une lassitude sourde face à un système qui croule et qui laisse les plus fragiles sans réponse. Face à une santé publique qui vacille, le besoin d'agir saute aux yeux. Les hôpitaux débordent, le personnel est à bout et les infrastructures peinent à suivre. Ce tableau d'ensemble envoie un signal clair: il faut investir, et pas à moitié. On parle ici de remettre à plat toute l'organisation, de renforcer les équipes et de traiter la santé non plus comme un luxe, mais comme une priorité vitale. Et pendant que le système médical s'essouffle dans les vieux quartiers, c'est un autre combat qui se joue. Là où les murs s'effritent, les habitants, eux, s'effondrent moralement. Beaucoup racontent qu'ils se sentent abandonnés, livrés à eux-mêmes, face à des logements qui tombent en ruine. Le coût des réparations, hors d'atteinte. Les évacuations, parfois, annoncées sans offrir la moindre alternative. Résultat, une peur sourde qui hante surtout ceux dont la maison est un héritage familial, mais sans aucun papier officiel, sans titre de propriété, pas de droit, pas de recours. Une situation floue qui fait vaciller ce qu'il leur reste de sécurité. Les communes de leur côté ne restent pas totalement inactives, du moins sur le papier. Un peu partout, les mairies annoncent vouloir recenser les bâtiments à bout de souffle pour les inclure dans de grands plans de rénovation. Mais entre les déclarations ambitieuses et la réalité du terrain, il y a un monde. Le rythme est lent, les moyens sont limités, et face à l'immensité des besoins, les promesses s'enlisent. Trop d'immeubles, trop de monde, pas assez de temps. Résultat, on colmate plus qu'on ne répare. Et selon les spécialistes, cette galère ne date pas d'hier. Depuis des décennies, les villes ont poussé comme du lierre sans plan, sans règles, sans filet. Des étages ajoutés à la va-vite, des murs montés sans respect des normes. Le tout donne aujourd'hui un paysage fragile où la moindre pluie violente peut faire trembler un immeuble entier. Un héritage urbain bâti sur le court terme qui menace désormais de s'écrouler à long terme. Sur les vidéos capturées en pleine urgence, on découvre des héros sans cap mais bien réels, les équipes de protection civile. Pas de répit pour eux. Casque vissé sur la tête, ils traversent les zones à risque pour sortir des familles entières du chaos. On les voit porter des enfants dans les bras, calmer les esprits, échauffer, rassurer les mères, paniquer, tout ça dans des conditions infernales, et souvent avec 3 bouts de ficelle pour matériel. Leur présence, surtout dans les quartiers populaires, devient un rempart fragile mais précieux face au désastre. Mais ce ne sont pas les seuls à répondre présents. En arrière-plan discrètement, des bénévoles de la société civile entrent en scène. Eux aussi, les mains pleines de solidarité, une bouteille d'eau tendue ici, un sac porté là, une main sur l'épaule d'un vieillard, un mot doux pour apaiser un enfant en pleurs.
Ces gestes simples, captés sur le vif, en disent long. Quand les institutions peinent, c'est souvent le lien humain qui prend le relais. Et dans certains quartiers, ce lien est si fort qu'il devient un véritable filet de sauvetage collectif. Sur certains plans, filmés par des citoyens, la colère gronde. Des voix s'élèvent contre ces visites officielles, trop bien cadrées, trop propres pour être vraies. À les voir à la télé, on croirait presque à une mise en scène lumière bien placée, discours bien rodés, pendant que, hors champ, la vraie galère continue. Les habitants, eux, dénoncent ce grand écart entre l'image qu'on diffuse et la réalité qu'ils vivent. Et forcément, la question qui revient, où est passée la transparence médiatique dans tout ça ? Mais malgré cette frustration légitime, certains gardent l'espoir que les choses peuvent changer à condition de s'y mettre à plusieurs. Dans les témoignages, on entend souvent le même refrain, il va falloir arrêter de travailler chacun dans son coin. Pour s'attaquer à des sujets aussi massifs que l'inflation, le logement ou l'effondrement des infrastructures, il faut un vrai front uni. Acteurs publics, citoyens, engagés, experts de terrain, seule une alliance solide permettra d'envisager des réformes qui tiennent la route. Pour ceux qui analysent la situation de près, une vérité s'impose. Relancer le pouvoir d'achat ne se fait pas avec des promesses creuses ou des pansements temporaires. Il faut aller au fond du problème. Ça veut dire repenser les circuits économiques, booster sérieusement la production locale, remettre de l'ordre dans les importations incontrôlées et surtout orienter l'aide sociale vers ceux qui en ont réellement besoin. Pas de miracle sans stratégie solide. Mais au-delà des chiffres et des graphiques, ce sont les vidéos tournées par les citoyens qui déclenchent les vraies discussions. Elles mettent sur la table des sujets, qu'on évite trop souvent l'avenir des villes face au climat, qui déraille la justice sociale dans un monde de plus en plus inégal, et la nécessité urgente de protéger ceux qui vivent au bord du gouffre. Pour les sociologues, ces témoignages du quotidien valent de l'or, ils offrent un miroir brut de la société, un état d'âme collectif. Et si on prend enfin le temps de les écouter, ils pourraient bien devenir la boussole de politique publique plus humaine et mieux ancrée dans le réel. Dans les quartiers où chaque mètre carré est disputé, la pression est palpable. Ces vidéos nous plongent dans l'intimité d'habitants, qui jonglent avec les hausses de prix, les loyers instables et l'angoisse du lendemain. On y sent l'épuisement silencieux, les calculs faits à la va-vite, en fin de mois, les choix douloureux entre payer ou manger. Résultat, beaucoup de familles revoient leurs priorités à la baisse, coupent là où elles peuvent, et parfois se lancent dans de petits boulots supplémentaires, juste pour garder la tête hors de l'eau. Et pendant que les galères s'accumulent, une révolution silencieuse est en marche, celle des vidéos tournées au téléphone. Grâce à la montée en puissance des plateformes numériques, une simple séquence captée sur le trottoir devient un micro-reportage citoyen. D'un côté, le discours officiel continue de dérouler ses promesses de développement bien ficelées. De l'autre, la caméra amateur expose sans filtre la vérité du quotidien. Deux récits de monde. Et c'est justement entre ces deux visions que l'on comprend ce qui bouge vraiment dans la société. Ces vidéos, ces confidences, filmées à la volée, ce ne sont pas de simples bouts d'images qu'on fait défiler avant d'oublier. Ce sont des fragments de société, des instantanés bruts qui capturent les secousses d'un monde en mutation. On y sent battre le cœur d'une conscience collective qui s'éveille. Aujourd'hui, il suffit d'un téléphone pour faire entendre sa voix, pour transformer un trottoir en tribune et une séquence de quelques secondes en acte citoyen. Et ça, les experts du numérique ne le prennent pas à la légère. Ils le disent, clairement ce flot de contenu issu du réel n'a plus rien d'anodin. Il oblige les responsables politiques à tendre l'oreille, à sortir de leur bulle
car ce qui circule en ligne, ce ne sont plus des opinions abstraites, ce sont des témoignages crus, vécus souvent urgents. Et ignorer ce miroir numérique, c'est risquer de passer à côté des véritables battements du pays. Au fond, ces vidéos ne font pas que capturer des instants de crise, elles dévoilent un tableau bien plus large, une fresque sociale à plusieurs couches. On y perçoit la tension d'un quotidien étranglé par la flambée des prix, l'instabilité d'un habitat malmené par les uns et l'émergence d'un nouveau terrain d'expression où les citoyens reprennent la main sur le récit. Peu importe d'où l'on regarde, le fil rouge est le même. Il est temps de relever le niveau de vie, de remettre la justice sociale au centre du jeu et de faire en sorte que les décisions politiques arrêtent de planer à des kilomètres de la réalité. Ce réveil collectif, cette prise de conscience, venue du bas, pourrait bien être le point de bascule. Celui qui ouvre la voie vers un pacte plus sain entre gouvernés et gouvernants, basé sur la clarté, l'écoute réelle et des actions concrètes. Et alors que le monde entier tangue sous l'effet de mutations géopolitiques imprévisibles, une chose devient certaine aujourd'hui, chaque choix politique pèse plus lourd, plus vite et plus profondément qu'il ne l'a jamais fait auparavant. La mutation en cours n'a rien de fluide ni de prévisible. Elle avance par à-coups entre brouillard et surprise. Mais derrière ce chaos apparent, une tendance se dessine. Les règles du jeu mondial sont en train de changer. Et pas à la marge. Désormais, tout tourne autour de 4 piliers. L'énergie, la nourriture, la cohésion sociale et l'environnement. Ce sont eux qui redessinent les cartes, dictent les alliances et redéfinissent ce qu'on appelle l'équilibre global. Face à cette recomposition, États et acteurs indépendants sont plongés dans une remise en question permanente. Tous réévaluent, reclassent, recalculent. L'objectif ? Tenter de lire les lignes d'un avenir encore flou, mais dans lequel le moindre faux pas peut déclencher une réaction en chaîne. Dans ce monde d'incertitude, chaque choix devient un pari lourd de conséquences, où la moindre erreur de lecture peut coûter bien plus cher qu'hier. Dans cette période de bouleversement profond, un constat s'impose. Les sociétés ne sont plus de simples témoins passifs des grands jeux de pouvoir mondiaux. Elles deviennent des acteurs de fond capables d'influencer, de pousser, voire de forcer les États à revoir leur copie stratégique. Ce ne sont plus seulement les sommets internationaux qui dessinent le futur, c'est aussi la rue, la jeunesse, les réseaux, la voix collective. Car aujourd'hui, les citoyens ne sont ni sourds ni aveugles. Mieux connectés, mieux informés et surtout plus conscients des enjeux, ils suivent à la loupe chaque tournant politique, chaque traité signé, chaque promesse prononcée. Et ce qu'ils veulent savoir, c'est simple. Comment cela va-t-il changer ma vie, ici et maintenant ? Cette montée en puissance de l'intelligence collective rebat les cartes. Elle force les gouvernements à avancer sur une corde raide, tentant d'équilibrer d'un côté les demandes internes en justice sociale et en stabilité économique, et de l'autre, les exigences extérieures, diplomatiques, commerciales, stratégiques nécessaires pour exister dans un monde interconnecté. Le nouveau pouvoir, c'est celui qui sait écouter, sans se perdre, négocier, sans trahir. Au fil des mois, un constat s'impose avec de plus en plus de force. Les grands défis de notre époque ne se laissent pas résoudre par des recettes isolées ou des logiques purement nationales. L'économie mondiale s'imbrique, l'énergie circule à travers des réseaux interdépendants. Les chaînes d'approvisionnement ne connaissent pas de frontières et l'urgence climatique ignore les passeports. Dans ce puzzle global, les solutions doivent être à la hauteur, coordonnées, ouvertes et suffisamment agiles pour faire face à l'inattendu. Les chocs successifs des dernières années, pandémie, dérèglement climatique, instabilité financière, menaces sécuritaires, ont mis en lumière les failles béantes des approches unilatérales. Ces crises ont agi comme des révélateurs brutaux sans coopération
tout le système vacille. D'où l'appel de plus en plus fort à une diplomatie plus horizontale, moins rigide, capable de tenir compte des spécificités locales, tout en construisant une réponse commune. Certes, sur le terrain, les égoïsmes nationaux freinent encore cette dynamique collective. Mais une chose est sûre, ce virage vers une gouvernance mondiale plus solidaire est devenu incontournable. Ce qu'on croyait en train de s'éteindre revient en force. La société civile reprend la parole et pas qu'un peu. Des espaces d'expression qu'on pensait figés, désertés ou stériles se retrouvent soudain investis, réanimés, redynamisés. Le débat public sort de sa torpeur, les analyses affluent, les médias s'agitent, pendant que les réseaux sociaux, cette immense agora numérique, boostent les échanges, les clashs, les idées, les controverses. Ça fuse dans tous les sens, tantôt brillant et constructif, tantôt chaotique et clivant. Mais cette ébullition a un prix, elle donne aux citoyens un rôle central. Oui, mais elle lui confie aussi une immense responsabilité. Car dans ce brouhaha permanent, tout ne se vaut pas. Il faut trier, vérifier, recouper. Il faut apprendre à faire la différence entre une vraie enquête et un simple coup de gueule viral, entre une analyse documentée et une émotion brute qui buzz. Autrement dit, plus la parole est libre, plus l'esprit critique doit être aiguisé. Dans un monde qui change à vitesse variable, l'essentiel n'est plus seulement de décrypter les faits, mais de leur redonner du sens dans un ensemble cohérent. Comprendre pour comprendre ne suffit plus. Il faut relier les points, éviter les jugements expéditifs et refuser les lectures à œillères. Réduire la scène internationale à une simple arène de conflits géopolitiques ou de lutte économique, ce serait passer à côté de l'essentiel. Car même dans la tourmente, ce sont les liens humains, culturels et sociaux qui tissent les véritables passerelles entre les peuples. Et pendant que les projecteurs restent braqués sur les tensions et les rapports de force, une autre diplomatie, plus discrète, continue de faire son travail en coulisses. Les échanges entre chercheurs, les alliances scientifiques, les projets culturels et les missions humanitaires poursuivent leur route sans bruit. Ce sont eux qui maintiennent le fil du dialogue quand tout le reste semble se déchirer. Des gestes souvent invisibles, mais qui, avec le temps, préparent le terrain aux réconciliations futures et aux rapprochements politiques que l'on croyait impossibles. C'est souvent le maillon invisible dans les grandes analyses stratégiques, et pourtant, c'est peut-être le plus décisif, la dimension humaine. Trop souvent reléguée au second plan, elle est en réalité le socle silencieux sur lequel peut s'échafauder un futur plus stable, plus lisible. Derrière le bruit des conflits, au-delà des incertitudes et des jeux d'influence, une vérité s'impose en creux pour faire face aux chocs à venir. Il faut d'abord renforcer notre capacité collective à encaisser, à tenir, à rebondir. Autrement dit, miser sur la résilience, celle des institutions comme celle des peuples. Mais attention, être résilient, ce n'est pas juste survivre aux crises. C'est aussi savoir les prévenir, s'y préparer intelligemment. Cela suppose des politiques agiles capables de s'adapter à l'inattendu. Cela exige de multiplier les partenariats, de penser des économies moins fragiles, plus durables. Et surtout, cela invite à repenser en profondeur la manière dont on gouverne, qui décide comment et au nom de quoi. Car dans un monde où la confiance se fragilise, les institutions devront aussi prouver qu'elles méritent d'être suivies. Parce que dans cette époque où une simple notification peut renverser une opinion, et où l'émotion publique devance parfois l'effet de toute promesse politique ou institutionnelle, n'a de poids que si elle est étayée par des résultats visibles, tangibles et rapidement compréhensibles. La confiance collective ne repose plus uniquement sur des discours bien ficelés, elle exige des actes clairs, des explications limpides et surtout une capacité à tenir parole dans la tempête. Et lorsque l'on prend du recul, une chose saute aux yeux,
la phase qui s'annonce n'aura rien d'un long fleuve tranquille. Elle sera traversée par deux forces en tension. D'un côté, un enchevêtrement de défis planétaires imbriqués écologiques, économiques, géopolitiques, qui appellent à plus d'unité entre États. Et de l'autre, une poussée irrésistible de sociétés de mieux en mieux informées, plus exigeantes envers leurs dirigeants prêtes à réclamer leur part dans l'écriture du récit collectif. Deux dynamiques qui, si elles s'affrontent, risquent l'impasse, mais qui, si elles coopèrent, pourraient redessiner les règles du jeu mondial. Quand deux courants aussi puissants se croisent, d'un côté, la pression des peuples à reprendre la main de l'autre, l'impératif pour les gouvernements de s'adapter, cela ne peut que déboucher sur une refonte majeure de nos façons de gouverner et de coopérer. Ce n'est plus une question de si, mais de comment. Car ces mutations sont déjà en marche. La vraie interrogation désormais, c'est de savoir qui saura les canaliser, qui en définira le rythme et selon quelles valeurs. Va-t-on vers des systèmes plus inclusifs, plus transparents, plus à l'écoute du réel ? Ou va-t-on répéter les erreurs d'hier maquillées en solutions neuves ? C'est là que tout se joue dans notre capacité collective à concilier les rêves des citoyens, la nécessité de stabilité et les défis du développement durable. Et cette équation, il faudra bien l'écrire ensemble.